Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. 2024 a donc été une année plutôt très correcte pour les amateurs de cinéma et de séries. De grandes franchises ont marqué leur retour, tandis que certaines créations originales ont su nous surprendre par leurs audaces et leur créativité. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des séries et films de l'année en guise de cadeau de Noël. Vous retrouverez deux grandes parties, les séries d'abord bien entendu, puis on parlera des films dans un second temps. C'est mon classement personnel évidemment, mais je suis curieux de savoir quelles œuvres vous ont marqué pour cette année 2024. Partagez votre propre top en commentaire après avoir vu la vidéo. Commençons tout de suite avec les séries qui ont retenu mon attention durant cette année. En 10e position, nous avons donc Constellation, une série de science-fiction ambitieuse qui mêle exploration spatiale et mystère psychologique. L'histoire suit Jo, une astronaute qui revient sur Terre après une mission spatiale désastreuse, mais découvre que tout ce qu'elle croyait savoir est remis en question. La série impressionne par son ambiance oppressante et ses thèmes autour de la mémoire et de la perception. Les décors spatiaux et les effets visuels sont particulièrement réussis alors que Noomi Rapace livre ici une performance convaincante en héroïne tourmentée. Ça mérite bien à mon sens la 10e place, je ne mettrai pas la série plus haut cependant car elle a quand même quelques défauts comme par exemple une narration parfois un peu confuse. Le rythme est aussi parfois trop lent sur certains épisodes. En 9e place, on retrouve donc The Sympathizer, sorti en début d'année 2024. Cette série est adaptée du roman de Viet Thanh Nguyen, lauréat du prix Pulitzer. On y explore la guerre du Vietnam à travers les yeux d'un espion double face. L'histoire commence dans les dernières heures du conflit, avec la chute de Saigon, et suit un homme déchiré entre ses racines vietnamiennes et ses obligations envers les États-Unis. Robert Downey Jr., jouant plusieurs rôles dans cette série, apporte une touche de satire et de folie à ce drame poignant. The Sympathizer mélange habilement drame historique et critique politique en mettant en lumière des perspectives rarement abordées dans les récits de guerre. La performance de Robert Downey Jr., qui se réinvente en caméléon satirique, est captivante. Ajoutez à cela une réalisation impeccable et des thèmes puissants sur l'identité et l'exil, et vous obtenez une des meilleures séries de l'année, à mon sens, avec cette 9e place. Pour autant, ça manque un peu de rythme, et le sujet personnellement ne me faisait pas forcément envie à la base, ce qui explique cette place assez basse dans le classement. 8e position avec Disclaimer qui, sous la direction du maître Alfonso Cuarón, raconte l'histoire de Catherine Ravenscroft, une documentariste célèbre confrontée à un livre révélant des secrets qu'elle pensait enterrer à jamais. Entre thriller psychologique et drame personnel, cette mini-série nous plonge dans une quête de vérité parfois dérangeante. La mise en scène de Cuarón est aussi élégante qu'oppressante, renforçant le suspense à chaque instant. Kate Blanchett est magistrale, incarnant avec brio une femme à la fois forte mais aussi vulnérable. Les thèmes de la culpabilité, de la rédemption sont traités avec profondeur et Kevin Kline ajoute une tension palpable dans son rôle d'antagoniste ambigu. Bref, là aussi, c'est du tout bon, comme souvent ces derniers temps avec les séries d'Apple qui déçoivent rarement. Seul bémol, à mon sens, qui manque pour faire de cette série une série top dans le classement, un rythme un peu trop peu soutenu et un milieu de saison un peu faible. En 7e position, on retrouve donc Présumé Innocent, qui est adapté du roman culte de Scott Turow, Présumé Innocent. C'est un thriller judiciaire captivant qui suit Rusty Sabich, un avocat respecté accusé du meurtre brutal de sa collègue et maîtresse Caroline Polemus. Alors que les preuves s'accumulent contre lui, la série explore les dilemmes moraux, les zones grises de la justice et les conséquences personnelles d'une telle accusation. Jake Gyllenhaal livre ici une performance magistrale, incarnant un homme tiraillé entre son rôle d'avocat et ses propres failles humaines. Son jeu est renforcé par des seconds rôles marquants, notamment les proches de Rusty, pris entre leur confiance en lui et les preuves accablantes contre lui. La mise en scène, élégante et immersive, accentue l'ambiance oppressante, tandis que la narration, enrichie de flashbacks, maintient une tension constante. Présumé Innocent ne se contente pas d'être une simple série judiciaire. On interroge ici les notions de vérité et de justice dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses. Un peu à l'image d'ailleurs d'un film qu'on retrouvera plus tard dans ce top. En 6e place, on retrouve Dark Matter, et là, sur le papier, c'est typiquement le genre de série que j'aime. Basé aussi sur un roman de Blake Crouch, Dark Matter explore les univers parallèles et les conséquences des choix que nous faisons.
Jason Batman y incarne Jason Desson, un physicien projeté dans une réalité où sa vie a pris un tout autre tournant. Chaque épisode nous plonge dans un univers différent avec des twists qui remettent tout en question. Les séries de science-fiction sont parfois décevantes, mais celle-ci est globalement très bonne. Elle réussit à rendre les concepts complexes accessibles tout en explorant des dilemmes profondément humains. Jason Batman est bon, avec une performance subtile, oscillant entre vulnérabilité et détermination. Visuellement, chaque univers est superbement réalisé, avec une ambiance unique. Ça m'a pas mal fait penser à une série que j'ai adorée dans ma jeunesse, Sliders évidemment, les mondes parallèles. Et comme en plus c'est plutôt réussi, eh bien ça vaut bien cette 6e place dans le classement. En 5e position, on retrouve la série Monsters, sortie récemment sur Netflix et qui, après l'affaire Dahmer, eh bien, s'intéresse, sous forme d'anthologie, à l'affaire des frères Menendez. Dans cette 2e saison, ils sont accusés d'avoir tué leurs parents en 1989. Avec Ryan Murphy toujours aux commandes, on explore ici les abus présumés et les tensions familiales qui auraient conduit au drame, tout en suivant le procès ultra médiatisé des deux frères. Nicolas Alexander Chavez et Cooper Koch incarnent brillamment Lyle et Eric Menendez, humanisant ces figures controversées à travers des performances nuancées mais puissantes. La série plonge dans les relations toxiques au sein de la famille, alternant entre flashbacks et scènes de tribunal. Malgré quelques controverses liées à des libertés narratives, Monsters offre une exploration assez captivante de la culpabilité, encore une fois de la justice ou encore des dynamiques familiales destructrices, tout en maintenant une tension constante et une ambiance immersive, en prenant soin évidemment de ne pas donner de point de vue sur l'affaire en tant que telle. Bref, ça méritait bien la 5e place. En 4e position, on retrouve donc Shogun, au pied du podium, qui revisite le roman légendaire de James Clavell. Oui, encore une adaptation de roman, c'était un vrai défi ambitieux que cette série a réussi brillamment d'adapter ce livre. On y suit John Blackthorne, un navigateur anglais échoué au Japon, qui découvre un monde fascinant de samouraïs, de traditions et de conflits politiques. Shogun est une fresque visuelle époustouflante, une espèce de Game of Thrones du Japon médiéval. Les décors, costumes et batailles sont d'un réalisme impressionnant et l'histoire mêle habilement intrigue politique et exploration culturelle. L'interprétation de Hiroyuki Sanada en seigneur féodal est particulièrement marquante, apportant une gravité et une noblesse à ce récit. L'entièreté du bouquin a été adaptée, mais a priori une 2e saison est en production. On verra si ça maintient la qualité, n'ayant pas de matériaux originels, puisque, comme je l'ai dit, c'est l'entièreté du bouquin qui a été adaptée. On verra si ça se maintient. En 3e position, on revient dans l'univers de Batman avec la série Max The Penguin, un de mes coups de cœur de cette fin d'année à vrai dire. Ce speed-off donc de Batman suit l'ascension criminelle du célèbre Oswald Cobblepot, alias The Penguin. Colin Farrell reprend son rôle avec brio, offrant une performance complexe et captivante. La série nous montre un Gotham brutal et impitoyable où le pouvoir se gagne au prix de compromis dévastateurs. La série approfondit la psychologie d'un personnage souvent relégué au second plan dans les autres œuvres. L'écriture est sombre et nuancée et Colin Farrell parvient à humaniser le pingouin tout en le rendant terrifiant. On a en plus un parfait équilibre avec les personnages secondaires, notamment celui de Sophia Falcon. Là où Shogun est un équivalent de Game of Thrones, je dirais que ici on est plus dans les Sopranos à la sauce Batman. Et globalement ça marche bien et ça vaut bien cette 3e place. En 2e position, on retrouve une série qui n'est pas nouvelle puisque c'est la 2e saison de House of the Dragon qui continue de nous plonger dans les intrigues politiques et familiales des Targaryens alors que la danse des dragons approche de son apogée. Les alliances se forment, se brisent, tandis que les tensions internes au sein de la famille éclatent en conflits spectaculaires. Cette saison intensifie les rivalités entre les Verts et les Noirs avec des batailles grandioses et des décisions remarquables. Et aussi déchirantes. Les performances des acteurs restent remarquables justement, notamment celles d'Emma Darcy ou de Olivia Cook en Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, qui incarnent 2 figures fortes donc et complexes, chacune prête à tout pour protéger leur lignée. La série excelle dans sa capacité à équilibrer moments d'action et drames émotionnels tout en approfondissant les personnages secondaires ainsi que les luttes de pouvoir au sein de Westeros. Avec des scènes de bataille visuellement impressionnantes et une écriture tendue, ainsi que des rebondissements inattendus, cette saison confirme que House of the Dragon est bien plus qu'un simple préquel,
Elle continue d'enrichir l'univers de Game of Thrones tout en se démarquant par sa propre identité portée par des conflits familiaux aussi déchirants que fascinants. Espérons que la série continue de cette façon à captiver autant. Fallout est en première place de mon top pour ce qui est des séries. Adapté du célèbre jeu vidéo, Fallout nous transporte dans un univers post-apocalyptique où la survie est une lutte constante. La série suit plusieurs personnages issus de différents abris souterrains qui découvrent un monde dévasté par la guerre nucléaire, peuplé de mutants, de factions rivales. La force de Fallout réside justement dans sa fidélité à l'univers du jeu. Les décors, les costumes, les créatures emblématiques comme les mutants et les autres bizarreries qu'on trouve dans ce monde sont parfaitement reproduits et offrent une immersion totale. L'histoire, bien qu'originale, respecte l'esprit du jeu en explorant des thèmes tels que celui de la survie, la morale ou encore la redécouverte de l'humanité dans un monde brisé. Et c'est typiquement ce genre de thème que j'adore en série, d'où mon amour pour une série pourtant bien décriée maintenant. Bah oui, je parle de The Walking Dead. Pour en revenir à Fallout, les performances des acteurs sont solides avec des personnages attachants qui apportent de la profondeur à cet univers brutal. La série alterne entre des moments de tension intense, des séquences d'action spectaculaires et des instants plus introspectifs qui explorent les dilemmes moraux des survivants. Avec une ambiance captivante et une intrigue bien construite, Fallout fut pour moi le coup de cœur de l'année très clairement, même si intrinsèquement je dois bien reconnaître que c'est pas forcément qualitativement la meilleure série de l'année, j'en conviens. Mais bon, comme ce top est le mien, eh bien ce sera la première place pour Fallout. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce classement des séries ? Des oublis ou au contraire des séries que j'ai surcotées d'après vous ? Dites-le moi en commentaire. En attendant, c'est parti pour les films que j'ai préférés durant cette année 2024. En 10e position, on va retrouver Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road, où on raconte justement l'ascension de l'iconique guerrière interprétée ici par Anya Taylor-Joy. Le film explore les origines de son combat et son rôle dans l'univers impitoyable de George Miller. Ça a malheureusement bien bidé au cinéma en termes d'audience et pourtant le film est une claque visuelle, même si personnellement j'ai moins aimé que Fury Road. Mais ne serait-ce que pour ses scènes d'action explosives et une réalisation toujours aussi soignée, Furiosa a sa place dans ce top et enrichit l'univers de Mad Max tout en offrant une histoire autonome captivante. Anya Taylor-Joy est exceptionnelle dans son rôle intense et physique et clairement le bid monumental n'était pas mérité à mon sens pour ce Furiosa. En 9e position, là aussi un film passé un peu inaperçu, The Fall Guy, qui nous ramène sur grand écran la série culte des années 80 avec une bonne dose d'action, de fun et un soupçon de mystère. Ryan Gosling joue ici Colt Seavers, un cascadeur hollywoodien en quête de son heure de gloire, qui se retrouve embarqué dans une affaire louche après la disparition d'une star sur un tournage. Le tout vire rapidement à une aventure explosive où les cascades délirantes rivalisent avec des moments de pure comédie. Ryan Gosling est impeccable, mêlant son charisme habituel à un humour bien dosé. Sa complicité avec Emily Blunt, qui incarne son ancienne partenaire aussi maligne que sarcastique, fonctionne à merveille et donne un film avec une dynamique assez rafraîchissante. Les cascades, évidemment, sont le cœur du spectacle, impressionnantes et parfois totalement improbables, elles captent parfaitement l'énergie du concept original. Cela dit, The Fall Guy n'est pas parfait, l'intrigue reste prévisible et le scénario aurait pu creuser un peu plus les personnages secondaires ou l'univers des cascadeurs. Le film s'appuie parfois trop sur des clichés hollywoodiens sans les réinventer, ce qui peut freiner ceux qui espéraient un twist plus original. Mais ça reste un film cool qui m'a fait passer un très bon moment dans les salles de Cinoche cette année. En 8e position, on retrouve donc Le Comte de Monte Cristo, une nouvelle adaptation française du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas qui modernise l'histoire classique de vengeance et de justice tout en restant fidèle à son essence. Pierre Ninet incarne ici un Edmond Dantès, un marin donc honnête trahi par ses proches qui revient des années après son emprisonnement injuste pour orchestrer une revanche méticuleuse contre ceux qui ont détruit sa vie. Pierre Ninet brille dans ce rôle complexe, apportant une dimension émotionnelle remarquable à Dantès, qui oscille entre sa quête de justice implacable et les traces de l'homme qu'il était autrefois. Le film réinvente aussi subtilement certaines dynamiques, rendant les personnages plutôt bien nuancés et explorant leur motivation avec une profondeur assez inattendue. Les scènes dans la prison du château d'If notamment sont particulièrement marquantes, tout comme celle qui se déroule ensuite dans un château du côté de Paris, montrant la transformation psychologique de Dantès en comte de Monte Cristo.
Visuellement, le film impressionne par ses décors somptueux et une direction artistique soignée qui modernise l'esthétique tout en respectant l'époque d'origine. Cependant, si l'intrigue reste captivante, on pourrait reprocher à ce film un rythme un peu inégal, surtout dans la deuxième moitié du film où les intrigues secondaires prennent parfois le dessus sur la tension principale. Malgré ses légères longueurs, Le Comte de Monte Cristo est une réinvention réussie de ce classique intemporel. Une réalisation élégante, un casting solide et une réflexion toujours aussi percutante sur la vengeance et la rédemption offrent à cette version un nouveau souffle et une histoire qui continue de fasciner. Un film à découvrir, que vous soyez fan de l'univers de Dumas ou pas. En septième position, The Backriders nous plonge dans l'univers brut et rebelle des gangs de motards des années 60 en s'inspirant d'un livre photo de Danny Lyon. Le film suit le club de bikers des Vandals à travers les yeux de plusieurs membres, explorant leurs liens fraternels mais aussi leur rivalité et le coût personnel de ce mode de vie marginalisé. Austin Butler, dans le rôle d'un jeune membre ambitieux, et Tom Hardy, un chef charismatique mais imprévisible, livrent des performances mémorables. Ils incarnent des personnages complexes, tiraillés entre leur désir de liberté absolue et la violence inévitable de leur milieu. Les relations humaines sont au cœur de l'histoire, avec une attention particulière portée au dilemme entre loyauté et survie. Visuellement, le film est une réussite, avec des paysages à couper le souffle et une esthétique à la fois brute et mélancolique. The Backriders capture l'esprit de cette époque et l'intensité de la vie sur la route. Cependant, l'intrigue, bien que captivante, peut sembler parfois un peu décousue par moments, s'appuyant plus sur une série de tableaux que sur une narration continue. Malgré cette structure parfois inégale, The Backriders est une réflexion fascinante sur la liberté, l'appartenance et le prix à payer pour une vie en dehors des sentiers battus. Avec son casting impressionnant et son atmosphère immersive, c'est un film qui séduira autant les amateurs de récits introspectifs que ceux qui cherchent une bonne dose d'adrénaline et de nostalgie, et personnellement, je regrette que ce film soit un peu, là aussi, passé inaperçu. En sixième position, Lee Miller nous plonge dans la vie fascinante de cette figure emblématique de l'histoire, une femme qui a transformé sa carrière de mannequin en un rôle de photographe de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Porté par une Kate Winslet remarquable, le film explore les multiples facettes de la vie de Lee Miller, une artiste visionnaire, une correspondante audacieuse, mais aussi une femme aux prises avec ses propres traumatismes et contradictions. Le film retrace son parcours de manière captivante depuis les lumières des studios de mode jusqu'aux champs de bataille les plus sombres de l'histoire. Kate Winslet incarne Miller avec une intensité bouleversante, montrant une femme à la fois forte et vulnérable, capable de capturer l'horreur du conflit tout en luttant contre ses propres démons intérieurs. Les scènes où Lee témoigne des atrocités des camps de concentration sont particulièrement poignantes et rappellent le poids émotionnel de son travail. Visuellement, Lee Miller est un film élégant et immersif, mettant en valeur des décors et des costumes d'époque parfaitement reconstitués. Cependant, le rythme est parfois un peu inégal et certaines transitions entre les chapitres de la vie de Miller manquent de fluidité. De plus, si le film brille par son portrait intime de l'héroïne, il aurait pu approfondir un peu davantage son rôle dans le contexte global de la guerre. Malgré ces quelques faiblesses, ça reste un très bon film, une œuvre inspirante et touchante qui rend hommage à une femme hors du commun. En cinquième position, on retrouve The Apprentice. The Apprentice est un biopic audacieux qui retrace l'ascension de Donald Trump dans le monde de l'immobilier new-yorkais des années 70-80 et mettant en lumière sa relation avec l'avocat controversé Roy Cohn. Réalisé par Ali Abbasi, le film offre une plongée intrigante dans les débuts tumultueux de Trump, interprété par un Sebastian Stan, ainsi que ses influences qui ont façonné sa carrière. Sebastian Stan, justement, incarne un jeune Trump avec une justesse notable, capturant ses ambitions démesurées et sa quête de pouvoir. Jeremy Strong, quant à lui, dans le rôle de Roy Cohn, apporte une profondeur complexe à ce mentor impitoyable, révélant les dessous d'une alliance stratégique moralement ambiguë. Le film dépeint également les relations personnelles de Trump, notamment avec sa première épouse, Ivana, jouée par Maria Bakalova, offrant un regard nuancé sur la vie de Trump. Visuellement, The Apprentice recrée une authenticité de New York des années 70 et 80 grâce à une direction artistique soignée et une cinématographie immersive.
Cependant, le film n'est pas sans controverse. Certaines scènes, notamment celles suggérant des abus domestiques, ont suscité des réactions vives et des menaces de poursuite de la part de Trump d'ailleurs et de ses partisans, qui qualifient le film de pamphlet politique dégoûtant et diffamatoire. Malgré ces critiques, The Apprentice a été salué pour ses performances et sa narration captivante, et c'est à mon sens un regard fascinant sur les origines d'une figure emblématique et controversée de la politique américaine. Bien que le film puisse diviser l'opinion, ça demeure à mon sens une œuvre cinématographique audacieuse et on y voit bien les forces et faiblesses qui ont façonné le Donald Trump qu'on connaît aujourd'hui. Twisters, suite spirituelle du film culte Twister de 96, marque le retour des tornades dévastatrices sur grand écran. Ce film occupe forcément une place spéciale pour moi en tant que météorologue et passionné par les phénomènes climatiques extrêmes. Revisiter cet univers chargé de sensations fortes tout en y intégrant des avancées scientifiques sur les orages et tornades est une expérience aussi fascinante qu'émouvante. Le film suit une nouvelle génération de chasseurs de tempêtes, interprétés par Daisy Edgar Jones et Glenn Powell, confrontés à une série de tornades d'une intensité sans précédent. Alors que l'équipe tente de comprendre ce qui alimente ces phénomènes dévastateurs, Twister parvient à mélanger action, drame et émerveillement face à la puissance de la nature et sa façon dont elle est incontrôlable. Les effets spéciaux sont absolument époustouflants et rendent justice aux phénomènes climatiques que j'étudie chaque jour. La reconstitution des structures des supercellules, des vents tourbillonnants et des impacts sur le paysage est d'une précision impressionnante, tout en restant spectaculaire évidemment. En tant que météorologue, voir cet équilibre entre réalisme et spectacle est un pur régal, même si évidemment certaines libertés scénaristiques ont été prises pour amplifier l'intensité dramatique. Cependant, tout n'est pas parfait, le scénario, bien qu'efficace, reste assez prévisible et parfois un peu cliché dans son traitement des relations humaines. Certains moments sentimentaux peuvent sembler forcés et les personnages secondaires manquent un peu de profondeur. Malgré cela, Twisters est un film qui réussit à rendre hommage à son prédécesseur tout en renouvelant l'expérience pour une nouvelle génération. Pour les amateurs de phénomènes météorologiques, ce film est une vraie tempête d'émotions et une célébration de fascination que nous inspire la puissance brute de la nature. The Substance, réalisé par Coralie Farget, est un film qui allie horreur viscérale et critique sociale avec une audace rare. L'histoire suit Elizabeth Sparkle, une ancienne star hollywoodienne interprétée par Demi Moore qui, dans une tentative désespérée de retrouver sa jeunesse, devient le sujet d'une expérience scientifique expérimentale. Ce qui commence comme une quête de beauté et de perfection vire rapidement au cauchemar lorsque son corps et son esprit se transforment de manière imprévisible et terrifiante. Demi Moore livre une performance magistrale, incarnant une femme désespérée, à la fois victime et actrice de son propre malheur. Elle donne vie à un personnage complexe, pris au piège des attentes absurdes de l'industrie du divertissement et des normes de beauté imposées aux femmes. La réalisation de Farget est à la fois hypnotique et dérangeante, avec des visuels marquants qui mêlent horreur corporelle et esthétique clinique, renforçant le malaise de chaque scène. Le film est une critique acerbe de l'obsession de la jeunesse et de la superficialité dans le milieu du divertissement, mais il ne s'y limite pas à ce message. The Substance explore aussi des thèmes universels comme la quête d'identité, le désir d'immortalité et les limites éthiques de la science. L'écriture intelligente et les choix narratifs osés rendent l'histoire aussi perturbante que captivante. The Substance est une expérience cinématographique unique, à la fois terrifiante et fascinante, et mérite amplement sa place sur le podium. Nous avons parlé plus tôt de présumés innocents en série, et bien voici la version cinéma du drame judiciaire avec Juré numéro 2, réalisé par Clint Eastwood. C'est donc un thriller judiciaire vraiment intéressant. L'histoire suit donc un homme ordinaire, interprété par Nicholas Hoult, sélectionné comme juré dans une affaire de meurtre. Mais rapidement, il découvre qu'il pourrait être impliqué dans le crime qu'il doit juger. Pris dans un dilemme moral insoutenable, il doit choisir entre révéler la vérité et protéger sa famille des conséquences. Le film se distingue par sa capacité à maintenir une tension constante tout en explorant des thématiques profondes comme la culpabilité, la justice et le sacrifice. Les scènes de tribunal, bien rythmées et d'une précision chirurgicale, capturent la complexité des débats moraux et les nuances du système judiciaire. Toutefois, le rythme est parfois un peu lent, particulièrement dans les moments introspectifs du personnage principal. Malgré ce léger défaut, Juré numéro 2 s'impose comme un drame poignant et intelligemment construit,
Clint Eastwood, à 94 ans, prouve une fois de plus qu'il est maître dans l'art de raconter des histoires humaines et complexes. Ce film ne se contente pas de divertir, il pousse aussi à réfléchir sur les choix que nous faisons et leurs conséquences. Une œuvre intense et mémorable qui mérite largement sa place parmi les meilleurs films de l'année 2024. Comment ne pas mettre Dune partie 2 au sommet de ce classement ? Denis Villeneuve nous offre ici une suite magistrale à son épopée qui a redéfini les standards de la science-fiction moderne. Ce second volet suit Paul Atreides dans sa transformation en Muad'Dib, le leader messianique des Fremen, alors qu'il prépare sa revanche contre la maison Harkonnen et le pouvoir oppressif de l'empereur. Timothée Chalamet livre ici une performance encore plus marquante, incarnant un Paul déchiré entre son désir de justice et le poids de son destin prophétique. Zendaya, dans un rôle beaucoup plus étoffé que dans le premier film, brille en Chani, apportant une intensité émotionnelle et un lien profondément humain à l'histoire. Rebecca Ferguson et Javier Bardem enrichissent également ce récit de leur présence captivante. Visuellement, le film est une véritable œuvre d'art. Villeneuve repousse encore les limites avec des paysages d'Arrakis qui prennent vie à l'écran, des batailles épiques magistralement orchestrées en seconde partie film et des séquences d'attaques de verre d'une puissance inégalée. La musique d'Hans Zimmer, hypnotique et envoûtante, enveloppe chaque scène d'une intensité viscérale, rendant l'expérience encore plus immersive. Dune, partie 2, est bien plus qu'une suite, c'est une œuvre épique et mémorable qui transcende le genre. Villeneuve confirme son statut de visionnaire en livrant un film qui allie une ambition narrative impressionnante à une réalisation exceptionnelle. Que vous soyez amateur de science-fiction ou simplement friand de récits grandioses, ce film est un incontournable qui marque l'histoire du cinéma contemporain, tout simplement. Merci pour ce visionnage. Bien entendu, ce top est complètement subjectif. Il reflète mes goûts personnels, mais surtout les œuvres qui ont su me captiver, me surprendre et parfois même me bouleverser. Que ce soit par leur audace, leur esthétique ou leur capacité à explorer des thèmes universels, ces séries et ces films méritent d'être découverts et discutés. Et vous, quelles sont les œuvres qui vont marquer votre année ? Avez-vous des coups de cœur ou des déceptions parmi celles que j'ai citées ou d'autres ? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir suivi ce classement et comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour d'autres analyses et découvertes et bonne année 2025 si elle arrive. Ciao.